Donc, merci Anna, Lini et Thibault pour cette invitation. C'est un très grand plaisir et un honneur de vous parler donc, des sujets suivants. Donc, c'est un survey sur les méthodes d'unimodularité dans les graphes aléatoires. Et donc, c'est un travail. Je vais surtout faire donc, un survey de résultats qu'on a obtenus avec Myromide et Ali. Sur les sujets suivants. Donc, je vais vous parler, si j'ai le temps, à la fin d'application, mais d'abord faire un petit survey de ce que sont les graphes aléatoires unimodulaires. Vous donner quelques exemples. Vous parlez de processus covariants. Alors, l'introduction de Pierre est magnifique pour moi parce que vous avez vu les exemples euclidiens et de processus ponctuels. Et donc, et de ce que je vais présenter, d'une certaine manière, c'est tous les outils qui permettent de s'abstraire du cadre euclidien et de conserver tous les outils de calcul. Il ne l'a pas nommé, mais il y a le calcul de Palm, quand il conditionnait par telle ou telle propriété, ou qui parlait de choisir au hasard un point dans un ensemble infini. Voilà. Donc voilà, je vais parler de ça et montrer comment ce calcul unimodulaire est une forme d'extension de ce calcul de Palm. Ensuite, je vais vous parler de méthodes de définition de dimensions pour tous ces objets, des dimensions unimodulaires de Minkowski et de Hausdorff, et donner des exemples. Et puis ensuite, je vais vous parler, aller plus vers les applications, d'une classification des dynamiques sur ces types de graphes, avec en particulier donc, des arbres dirigés, qu'on appelle les IFTs, je parlerai de ça assez en détail. Et l'idée, c'est de vous montrer qu'on en trouve partout. Donc voilà, ça, IFTs everywhere. Et puis, et je parlerai peut-être, si le temps le permet, à la fin de connexions qu'on a avec la théorie de l'évolution. Donc, alors, donc on se donne un graphe avec G et on va l'enraciner. Donc, on va appeler O la racine. Et il y a l'espace des graphes enracinés. Et bon, alors en fait, c'est alors, on met des conditions, il faut que ce graphe soit localement fini, mais on peut, ces graphes enracinés, de manière plus générale, un espace métrique discret, sans accumulation, et qui est donc localement fini, où les boules contiennent un nombre fini de points, eh bien, on peut les munir d'une métrique, c'est des idées type Gromov, et donc, alors on a cette métrique qui fait de cet espace des graphes enracinés, ou des espaces métriques avec des bonnes propriétés locales, des espaces polonais. Donc on sait définir une tribu de Lebesgue, et donc une tribu borélienne, et donc on peut, à partir de ça, définir une loi de probabilité sur les graphes enracinés. Et voilà vos graphes aléatoires. Définis de manière naturelle. Alors, un tel graphe aléatoire, en général, je vais présenter ça quand c'est aléatoire, il y a oméga fp qui est caché, mais avec des lettres en caractère gras, donc GO, graphe enraciné, est unimodulaire si ce que voulait faire Pierre tout à l'heure marche, c'est-à-dire, alors si c'était fini, on choisit au hasard. Alors, si on prenait n'importe quelle fonction G dans un ensemble fini, et qu'on prenait, donc, alors c'est une fonction G qui associe à un graphe et à deux nœuds, donc la racine et puis V, on somme toute la masse, on va appeler G, c'est le transport de masse, on envoie la masse G de O vers V, et on somme sur tous les V dans l'ensemble des nœuds. Alors, si on choisissait cette origine au hasard, on aurait en fait une somme double, on fait une permutation de la somme, et donc la masse reçue, c'est la masse envoyée aussi. La masse reçue par l'origine, qu'on voit à droite, c'est aussi la masse envoyée par l'origine à tous les points. Voilà, et donc, quand on sait faire ça dans un espace infini, alors on dit qu'il y a transport de masse, et c'est les équations de transport de masse. Alors on va voir que c'est l'outil fondamental, et donc voilà, c'est... Pierre l'a très bien défini tout à l'heure, il disait « Ah oui, comment faire ça ?» Eh bien voilà, votre graphe peut avoir cette propriété, on va voir tout plein d'exemples, qui permet d'avoir cette égalité.
Bon, alors exemple 1, alors tous les graphes qu'il a définis, il a défini des graphes, alors tu avais les chemins, voilà, tu vas vers le plus proche voisin, etc. Comment il s'appelle celui-là déjà? Le nearest neighbor graph. Les graphes des plus proches voisins, on parlait. Ensuite, il y avait le graphe géométrique de Gilbert. Bon, alors, dans l'espace infini, tous ces objets, un théorème général, tout graphe covariant, je vais définir un peu plus ce qu'est covariant, mais ça veut dire compatible avec les translations de RD, d'un processus ponctuel stationnaire, donc les deux graphes introduits par Pierre, eh bien, c'est unimodulaire. Et donc c'est très amusant et c'est très surprenant quand vous essayez d'y réfléchir, si vous n'avez pas vu ces objets jusqu'à maintenant. Quelle que soit la manière de décider d'envoyer de la masse de manière covariante d'un point vers un autre, c'est-à-dire compatible avec les translations, la masse moyenne reçue par l'origine, c'est la masse moyenne envoyée par l'origine. Voilà. Et donc, par exemple, ce que Pierre a démontré tout à l'heure aussi, le 6, eh bien, c'est un corollaire du transport de masse. On va envoyer de chaque point extrême une masse 1 au centroïde de Voronoi. On fait le calcul et on trouve le 6. Voilà. Tout processus ponctuel stationnaire sous sa mesure de Palm, alors mesure de Palm, c'est la mesure conditionnelle au fait qu'il y a un point en l'origine, eh bien, est un espace unimodulaire discret. Et donc, on peut aussi lui appliquer le transport de masse. Voilà. Donc, ça, c'est le premier exemple. Mais il y a beaucoup d'autres exemples et je vais montrer d'abord des choses euclidiennes et ensuite des choses non euclidiennes. Alors, le premier ici, c'est on prend un processus à accroissement indépendant, non, un accroissement stationnaire. Voilà. Vous partez au temps 0 du lieu 0, puis vous ajoutez les incréments dans le temps positif du temps de manière positive et négative pour les autres. Et vous avez donc eh bien, ce graphe-là, centré en 0, 0, qui est la localisation du processus au temps 0, à accroissement stationnaire. Eh bien, ce graphe est toujours unimodulaire. Et ce n'est pas du tout un processus ponctuel stationnaire. Avec un joli problème ouvert, le résultat qui permet de montrer la généralité, vous prenez n'importe quel graphe fini, vous choisissez au hasard une racine et vous faites, comme l'a fait Pierre un certain nombre de fois, tendre la taille du graphe vers l'infini. Vous faites ça de manière simultanée. Et bien, la limite, si elle existe pour la convergence locale faible, qui est la convergence faible pour la métrique dont j'ai parlé au départ sur ces espaces, et bien si cette limite existe pour cette convergence locale, donc on va regarder ce qui se passe dans des boules et regarder les isomorphismes de graphes ou des choses comme ça, pour regarder la proximité ou la distance entre deux graphes, et bien tout ce qui converge est unimodulaire. Ça, c'est assez clair au niveau des idées, parce que quand c'est fini, je vous ai dit, l'unimodularité, c'est juste d'échanger l'ordre dans lequel on fait deux intégrales ou deux sommes, et la limite va évidemment hériter, si elle existe, de cette propriété. Alors un exemple pour vous convaincre un exemple simple, on prend un arbre binaire avec n générations. Et on choisit, alors attention, la racine, ce n'est pas le nœud tout en haut, on choisit la racine au sens où je l'ai dit tout à l'heure, au hasard dans ces générations. Et on fait tendre n vers l'infini. Alors la limite locale faible existe, c'est ce qu'on appelle l'arbre, le canopé, qui a un nombre infini de générations. Il est binaire localement, partout, sauf sur la dernière ligne, où les nœuds n'ont pas de feuilles, de descendants. Hein. Et alors, ce qu'on peut démontrer, c'est que dans cette limite, évidemment, vous prenez au hasard, faites tendre le nombre de générations vers l'infini. Donc, comme ça croît de manière exponentielle, on va se trouver au hasard toujours près de la frontière, c'est-à-dire de la génération finale. Et près à combien? C'est une loi géométrique qui apparaît de paramètres 1,5. Voilà. Bon, donc ça, c'est des choses assez classiques. Alors, tout graphe de Cayley d'un groupe avec un nombre fini de générateurs est unimodulaire. Les zéros
de la marche aléatoire quelconque, symétrique. Alors ça, c'est très intéressant. Prenez la marche aléatoire la plus simple, si vous voulez, symétrique sur Z. Donc vous savez que ces zéros, évidemment, sont non intégrables. Ils sont finis, hein, le temps local. Donc, si on regarde, par exemple, les moments où on revient en zéro, on a un processus ponctuel sur le temps, et ce processus ponctuel admet ce qu'on appelle une version palme stationnaire, ce qu'on appelle la stationnarité ponctuelle, bien qu'il n'admette pas de distribution stationnaire en temps continu. Hein. Eh bien, tout processus ponctuel, vous prenez l'équivalent d'un renouvellement sous sa mesure de palme, c'est-à-dire il y a un premier point en zéro, vous le complétez à gauche, à droite, cet objet est bien défini, il n'a pas de version stationnaire, c'est le premier exemple, on va dire, qui ne vit pas de manière euclidienne, ou trop naturelle, qui n'est pas un processus ponctuel stationnaire, devrais-je dire, eh bien cet objet satisfait les équations de transport de masse. Alors les fractales, voilà le précédent. Oui, le précédent. Alors le précédent, je suis en zéro et j'ai un point. Je tire une variable de Pareto pour voir le point à droite et puis j'itère. D'accord? De façon que ce soit non intégrable, hein, le truc. Fini mais non intégrable. Donc je n'ai pas d'espérance de la localisation de l'écart entre deux points. Voilà, pas d'espérance. Alors la version de Palm existe. Et c'est ce qu'on appelle un processus stationnaire au sens que je viens de dire, donc point stationary, mais il n'y a pas d'existence de ce processus stationnaire en temps continu. C'est sa version de Palm uniquement qui a cette propriété d'invariance. Et donc les équations de transport de masse marchent, mais on n'a pas un processus ponctuel stationnaire au sens classique. Oui, ben là, l'exemple, c'est qu'on prend la marche aléatoire symétrique, et on prend les temps de retour en zéro et on regarde juste ces dates-là. Oui, voilà. Ah ben, on pourrait se poser la question pour ça aussi, de se poser la question, on a un processus ponctuel sur Z, des temps de retour en zéro, et c'est sur Z qu'il n'y aurait pas de... Ça serait le temps continu là. Il n'y a pas de version stationnaire qui rende cet objet invariant par toutes les translations de Z. Mais par contre, passer de point en point, oui. Alors, les fractales, donc voilà le modèle de corps, le flocon de corps. Alors, ce qu'on va faire ici, on prend le flocon de corps, on itère le truc assez classique, et dans chaque itéré de la fractale classique, on choisit un point au hasard. Voilà. Mais ce qu'on fait, c'est qu'à chaque étape, on dilate le flocon de manière à ce que chaque segment, par exemple horizontal, ait une longueur de 1. Voilà. Et donc ce qu'on voit localement dans une fenêtre, c'est ce qu'on voit dans la ligne de bas. Il y a une limite locale faible. Et cet objet donc, est à la fois une fractale. Alors c'est une fractale qui s'accroît vers l'extérieur au lieu de s'accroître vers l'intérieur. Et bien cet objet est une fractale, est quelque chose qui est autosimilaire et qui est unimodulaire. Alors, parlons maintenant rapidement des processus covariants. Alors, c'est l'équivalent de ce qu'on appelle les marquages dans les processus ponctuels. Alors, donc, on se donne un espace mesurable, xi, et puis on va associer à chaque... Pardon, excuse-moi. Dans l'exemple précédent, là, c'est pas juste le graphe que tu regardes, c'est la manière dont tu es plongé dans R2. Oui, bien sûr. Là, ici, c'est ça. Donc, ici, je l'ai mis, j'aurais dû le dire. Donc, c'est un espace métrique discret, donc il n'y a pas d'accumulation. Et donc là, on est par exemple dans R2, et on peut voir ça comme un graphe dans R2, parce qu'on peut mettre des nœuds sur chacune des points angulés là, du corps, du flocon, et puis regarder ce qui se passe dans des fenêtres de plus en plus grandes. Alors, un processus covariant, donc c'est l'équivalent ou la généralisation d'un marquage. Donc, on peut marquer à la fois les arêtes et les nœuds. Donc, j'ai parlé de covariance un certain nombre de fois. Donc, la covariance ou les marques au sens classique dans les processus ponctuels, la marque pour un processus ponctuel stationnaire, c'est une manière de décorer ou d'ajouter de l'information sur un point qui est telle que si on décale tout le processus dans son ensemble, la marque suit le point.
Hein, donc c'est les propriétés classiques. Donc c'est une propriété invariance par rapport aux translations de RD dans le temps classique. Alors là, c'est une compatibilité de manière plus générale dans les graphes avec les isomorphismes de graphes qui généralisent la notion que je viens d'indiquer. Donc je ne vais pas entrer trop dans les détails, mais si on a un isomorphisme de G1 vers G2, de graphes. Alors, si on importe dans G2 les marques qui viennent de G1, eh bien, la loi, d'ici je prends des marques qui seraient conditionnellement au graphe, qui seraient aléatoires, eh bien, la loi de cet objet a la même distribution que celle de Z de G2. Voilà. Bon, plus des conditions de mesurabilité, mais je ne vais pas trop entrer dans ces questions. Donc, c'est ce qui généralise la notion de marquage. Alors, un lemme très important, c'est que si GO est un graphe unimodulaire, ou même plus en général un espace unimodulaire discret, dans le sens espace métrique, et si Z est un processus covariant, alors on peut ajouter les marques à GO et mettre dans la fonction de transport de masse une information complémentaire sur qui prend en fonction les marques, et le transport de masse reste valide. Alors donc c'est très important dans beaucoup d'exemples. Si on prend par exemple un objet déterministe avec un graphe qui a une seule terminaison, alors on peut marquer chaque arête par une direction, par exemple, vers cette terminaison. Et puis, bon, par exemple, si on a un graphe quelconque, on peut le marquer avec des marques IID et ça va toujours satisfaire les équations de transport de masse. Alors, Aldous et Lyons, qui ont beaucoup contribué à ce formalisme, appellent ceci, des graphes marqués, ils appellent ça des réseaux. Alors, qu'est-ce qu'un sous-ensemble covariant? Alors, S, un ensemble covariant, c'est simplement un processus covariant qui associe une marque 0 ou 1 à chaque nœud. Voilà. Alors on appelle l'intensité d'un sous-ensemble covariant ρ de S, c'est la probabilité que l'origine ou la racine appartienne à S. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que S est une fonctionnelle du graphe, hein, une fonctionnelle qui a toutes les propriétés d'invariance par rapport aux isomorphismes de graphe. Voilà, alors, et on définit à partir de ça un sous-graphe covariant H associé à S qui a pour nœud les points de SG et pour arête, bien les arêtes projetées du graphe initial vers cet objet. Voilà, et on appelle PH la loi P initiale conditionnée par le fait que 0 appartienne à SG et donc un résultat général aussi et que sous cette loi conditionnelle, eh bien, le graphe projeté enraciné en 0, alors 0 va appartenir à S, est un graphe unimodulaire. Bon, donc vous voyez apparaître tout un ensemble d'objets qui font, voilà, la notion d'intensité étant la notion de processus ponctuel stationnaire, la notion d'ensemble covariant va permettre de définir des sous-graphes, comme les graphes que dessinait tout à l'heure Pierre, et beaucoup d'autres notions, je vais en donner deux pour conclure rapidement cette introduction, étant le calcul de Palm, des théorèmes ergodiques, des formules d'échange. Alors je vais utiliser tout à l'heure un théorème ergodique. Voilà le lemme de Poincaré unimodulaire, le lemme de récurrence de Poincaré unimodulaire. Si G est un réseau unimodulaire dont la cardinalité est presque sûrement infinie en nombre de nœuds, alors si S est un sous-ensemble covariant de V, du graphe, alors presque sûrement la cardinalité de SG est soit 0, soit l'infini. Voilà, donc alors c'est à la fois un lemme de Poincaré, c'est dans le sens classique du terme, mais c'est aussi l'extension d'un résultat classique en théorie ergodique sur les processus ponctuels, que vous avez dû voir dans les bons livres. Vous prenez un processus ponctuel, vous dites juste qu'il est stationnaire, ben, il peut avoir 0 point, hein, si c'est pas pour certains types, pour une partie de oméga, et puis, mais s'il n'a pas 0 point, il a un nombre infini de points à gauche et à droite d'ailleurs, sur
sur R, par exemple. Voilà, donc c'est l'extension de ça. Alors c'est assez amusant, bon, je ne vais pas vous donner la preuve, mais c'est une preuve qui n'utilise pas du tout une transformation qui préserve la mesure, mais uniquement le transport de masse. Et beaucoup de ces théorèmes ergodiques ont des preuves très très simples avec le transport de masse et ne font pas appel aux outils classiques de la théorie ergodique. Bon, je ne vais pas trop parler de ça, je vais passer ça aussi et passer au deuxième sujet. Sur les premiers calculs. Mais donc, pour avoir une conclusion sur cette première partie, on a tout un ensemble d'outils. Les formules d'échange entre deux mesures de palme, c'est des outils classiques en théorie des processus ponctuels. Et donc, on a aussi, par exemple, une formule d'échange que je ne vais pas détailler ici, mais qui permet de... Donc voilà, toutes les notions de calcul de palme, de calcul d'intensité et de propriété de structure, comme les formules d'échange, peuvent s'étendre à ce cadre-là, même si certains de ces objets ne sont pas du tout des processus ponctuels stationnaires. Alors, je donnerai des exemples plus en détail après. Alors, oui, j'ai dit que je passais ça. Je vais maintenant, sauf si vous avez des questions, passer au deuxième sujet. Bien. Alors, dimension. Alors, soit je vais passer au cadre espace métrique pour voilà. Donc, soit D et O, un espace unimodulaire discret. Par exemple, un graphe. Avec la distance de graphe, ça marche. Alors, on appelle R couverture covariante un ensemble de points S qui doit être covariant, un sous-ensemble covariant des nœuds du graphe ou de l'espace lui-même, D sinon, tel que l'union des boules de rayon R centrées dans tous les points V de S est égale à S dans son ensemble. Donc c'est une couverture, un recouvrement, si vous voulez, de D par des boules de rayon R. Voilà. Et alors, heuristiquement, vous voyez là, suite à des notions de type Minkowski apparaître, la cardinalité de S dans D, on va la mesurer à partir de... il y a une petite faute de LaTeX ici. Rho D de S, c'est l'intensité de S dans D. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, alors, de manière similaire au fractal rentrante, on va faire quelque chose vers les objets vers l'extérieur. On va définir lambda R, l'intensité, l'infinimum sur toutes les intensités de S lorsque S varie sur toutes les manières de faire des couvertures de rayon R. On va regarder la meilleure de ces intensités et on va regarder le taux de décroissance de cette fonction lambda R. Maintenant, vous prenez des boules de plus en plus grandes, il vous en faut de moins en moins pour couvrir, et vous regardez comment cette intensité lambda R optimale décroît. Bon, alors vous définissez une lipsut, une liminf, et la dimension de Minkowski unimodulaire de votre espace D, c'est le taux de décroissance. Alors il y a une lipsut, une liminf, et si les deux coïncident, vous appelez ça la dimension de Minkowski. Voilà, alors il existe des R couvertures optimales, c'est-à-dire que lambda R est atteint en fait, et en particulier si vous arrivez à construire des processus qui sont des R couvertures disjointes ou même avec un degré de couverture borné par une constante, alors vous pouvez démontrer que c'est optimal. Voilà, donc alors ça c'est un premier outil qui permet donc de calculer des dimensions de Minkowski. Alors Hausdorff, c'est un petit peu plus difficile à manipuler, mais on a aussi une boîte à outils. Alors on va cette fois-ci définir des processus de couverture adaptatifs, c'est-à-dire qu'on ne prend pas un R qu'on va donner à tout le monde. On va faire autre chose, on va faire quelque chose qui va être une fonctionnelle, où le rayon de la boule va être une fonctionnelle du point, et de nouveau une fonctionnelle covariante du point. Donc on va se donner des rayons, et on va appeler ces rayons grand R, voilà, grand R de V.
Et donc, ce R de V, ça va être quelque chose qui va être covariant, covariant associé à tous les nœuds. Et si on prend R de V est égal à 0, on s'autorise à ne pas avoir de boule à cet endroit. Hein, voilà. Et, donc, et là, vous voyez, quand on va définir quelque chose qui va être l'équivalent de ce qu'on fait dans les objets de dimension de Hausdorff classique, on va prendre la somme des R de V à la puissance alpha. Et alpha va être un paramètre qui va varier entre 0 et qui est réel positif. Et alors, évidemment, tout ça, c'est infini. Mais renormalisé proprement, en fait, ça n'est autre que l'espérance sous la mesure unimodulaire de la fonction grand R à la puissance alpha. Voilà. Et donc on définit un contenu de... Alors attention, le M, c'est pas Minkowski ici. On prend M, on va chercher toutes les couvertures adaptatives qui ont un rayon qui est soit 0, soit quelque chose qui est plus grand que M. Alors typiquement, on prend 1. Et on va définir le contenu de Hausdorff alpha-dimensionnel de D comme l'infinimum des E de R0 à la puissance alpha ou R0 à la puissance alpha, où R varie sur tous les processus de covariantes de couverture de ce type. Voilà. Et donc, de même, on va définir la dimension de Hausdorff unimodulaire comme le sub D alpha, tel que ce contenu alpha-dimensionnel soit égal à 0. Voilà, donc c'est quelque chose qui, grâce à la définition de l'espérance sous la mesure unimodulaire, étend la notion de dimension de Hausdorff. Bon, alors voilà des résultats simples. La dimension de Minkowski en limite inférieure est plus petite que la dimension en limite supérieure, et bornée supérieurement par la dimension de Hausdorff de D. Alors, c'est en quelques lignes, hein, les preuves pour la dernière. On va se restreindre, vous voyez, à des R qui sont équivariants, mais qui sont des R couvertures. Et donc, ça nous donne, dans ce cas-là, qu'on a un R à la puissance alpha fois lambda R, où lambda R est celui de Minkowski. Et donc, on voit que si lambda R a une décroissance qui est plus rapide que R alpha, ce contenu de dimension alpha pour de Hausdorff va tendre vers 0. Donc, ça vous prouve la dernière inégalité. Bon, on a tout un ensemble de résultats complémentaires qui permettent surtout de calculer ces dimensions de Hausdorff qui sont assez difficiles à calculer de manière générale. Alors, voilà un résultat clé qui est donc le transport de masse, la distribution de masse, excusez-moi, unimodulaire. Donc, vous donnez l'équivalent d'une mesure sur votre espace. Donc, vous avez D, votre espace, et vous avez une fonction W qui est positive, ou plutôt non négative, qui est associée à chaque nœud. Et vous appelez W de S la somme de tous les poids, donc c'est vraiment comme une mesure. Alors, un théorème que je cite ici, qui vous montre comment on peut utiliser ces résultats pour calculer les dimensions. Si le poids de la boule de rayon R est borné supérieurement, presque sûrement, par C, une constante, fois R à la puissance alpha, alors la dimension unimodulaire de Hausdorff de D est bornée supérieurement par alpha. Voilà, donc ça vous donne des... Alors, les preuves sont en quelques lignes, hein, je vous montrerai quelques-unes si j'ai du temps, je ne suis pas sûr à la fin, mais on prend une certaine fonction G, on utilise le transport de masse, et voilà, donc voilà un résultat donc, qui vous donne quelque chose de constructif pour calculer des bornes sur la dimension de Hausdorff. Alors, on a un lemme de Billingsley unimodulaire. Oui. Excuse-moi, là sur ce transparent, tu as dit un espace unimodulaire, mais c'est toujours des graphes ou il y a une notion plus générale d'espace métrique? Oui, alors c'est ce que j'ai dit, j'étais un peu rapide là-dessus. Je prends un espace métrique qui est localement borné, c'est-à-dire que aucune boule, enfin les boules contiennent de tout rayon
contiennent un nombre fini de points. Ah, d'accord. Donc dans le principe de transport de masse, tu prends la... Voilà, c'est ça. Tu t'es fixé un rayon? Oui, alors ensuite, voilà, ça c'est donc c'est un espace métrique localement borné. Voilà. Mais c'est un espace métrique aussi. Ouais. Alors, tu définis là-dessus une métrique entre deux, tu compares deux espaces avec des idées de type Gromov. Tu peux définir un espace métrique discret, donc sans accumulation, aléatoire. Voilà. Et donc, ensuite, tu dis que cet espace, et le graphe est un cas particulier, tu dis que cet espace est unimodulaire s'il vérifie les équations de transport de masse. Tu n'as plus de graphe à la fin, tu n'es pas obligé de... Voilà. Okay. J'avais loupé ça. Oui, donc je l'ai dit à la fin, mais de manière un peu rapide, excuse-moi, mais c'est très bien que... Voilà. Alors, bon, voilà, qu'est-ce que j'en étais là? Oui, donc j'ai donné ça. Et j'étais en train d'expliquer donc voilà, un théorème clé. Voilà, si on se donne une fonction, une mesure en fait, hein, c'est-à-dire une fonction de poids covariante, dont l'espérance sous la mesure unimodulaire est à la fois positive et finie, alors on définit le taux de croissance de W comme indiqué là-dessus. Et donc le théorème, qui est vraiment le truc vraiment important, c'est que le taux de croissance de cette fonction de poids permet d'encadrer la dimension de Hausdorff de D. Bon, alors ça c'est dans le cas ergodique, hein, le taux de croissance. Dans le cas non ergodique, il faut travailler un peu plus. Bon, je vais passer ça, je vais donner quelques exemples parce que je dois avancer. Alors, voilà, une liste d'exemples. Si D est fini avec une probabilité positive, donc je ne me place pas dans le cas ergodique, alors la dimension de Hausdorff est 0. La dimension de Hausdorff de ZK, c'est K. Un processus stationnaire dans RK a une dimension de Minkowski et une dimension de Hausdorff qui sont K. Les zéros du mouvement, enfin pas mouvement brownian, mais de la marche aléatoire symétrique, 1,5. Toutes les fractales extérieures que j'ai dites ont des dimensions qui sont compatibles avec ce qu'on calcule usuellement. Un processus ponctuel stationnaire, un processus qui est stationnaire au sens où je répondais à votre question tout à l'heure. Hein, donc on va par exemple ajouter des déplacements qui ne sont pas nécessairement intégrables à une dimension qui est plus petite que K. Les graphes de Cayley, on sait calculer, donc c'est des théorèmes qui sont dus à Gromov, leur dimension unimodulaire de Minkowski et donc, alors Gromov ne le nommait pas comme ça, mais c'est ce qu'il appelle le taux de croissance polynomiale pour ces graphes. Voilà, alors on sait calculer sur des tas d'ensembles très très intéressants, comme ça c'est un modèle d'hydrographie des dimensions de Hausdorff et unimodulaire et de Minkowski, ici 3,5 pour ce modèle-là. Donc vous voyez la structure sur Z2. Voilà un résultat général pour les arbres maintenant, le nombre en fonction du nombre de terminaisons. Alors, il y a un théorème très général qui est déjà qui est dans Aldous ou le livre de Pérez. Donc le nombre de terminaisons d'un arbre unimodulaire est 0, 1, 2 ou l'infini. Alors, on peut donner les résultats suivants. S'il y a 0 terminaison, la dimension de Minkowski égale la dimension de Hausdorff égale 0. S'il y a 2 terminaisons, c'est 1. S'il y a une infinité, alors Minkowski peut être fini ou infini, mais Hausdorff, c'est toujours l'infini. Et s'il y a une terminaison, alors on peut lier la dimension de Minkowski et de Hausdorff, uniquement des inégalités pour Hausdorff, au taux de décroissance de la queue de la distribution de la hauteur du truie de l'arbre du descendant, de l'arbre des descendants de la racine. Donc la racine, vous avez un arbre dirigé, donc vous regardez les descendants de la racine.
Alors, on peut démontrer que ce nombre de descendants est toujours fini. C'est la définition d'être à une seule terminaison. Et il y a un taux de décroissance de la hauteur de cet arbre de descendants. Et donc, le taux de décroissance de cet arbre de descendants vous détermine la dimension de Minkowski et donne une borne sur celle de Hausdorff. OK. Alors, j'aborde le point 3. Alors, il y a des tas de problèmes ouverts dans ces questions. Il y a des problèmes auxquels on ne sait pas, vous m'entendrez quelques-uns, on ne sait pas du tout quelles sont les dimensions, mais voilà, il y a une boîte à outils maintenant pour ça. Alors, application, on va regarder les classifications des dynamiques sur ces objets. Alors, ces dynamiques, c'est des changements de points ou des changements de nœuds. Alors, le principe, c'est quand on veut déterminer l'image de... donc, ça va être une dynamique. Alors, quand on a commencé à réfléchir à ces sujets, donc, vous imaginez, pour donner une image concrète de ça, on appelait ça le processus des Maoris. Vous voulez découvrir le Pacifique, et vous avez des îles dans le Pacifique, et vous êtes là à un endroit, et puis donc vous êtes à la racine, et puis vous allez sauter vers une autre île, vers un autre point, et vous allez itérer ça. Hein. Alors par exemple, on va aller vers l'île la plus proche, ou vers l'île dans une certaine direction qui est la plus proche. Donc si on va vers l'île la plus proche, on trouve les arbres de Nearest Neighbor de Pierre. Et puis nous, on a commencé ça avec Charles Bordenave, on a regardé pour le Pacifique, on se dit, on va aller, je crois qu'il venait du nord, hein, d'explorer le Pacifique en allant dans une direction, l'île la plus proche dans une certaine direction. Voilà, donc c'est ça, des dynamiques sur des graphes ou sur des processus ponctuels ou sur des espaces métriques, c'est trouver une image de la racine. Et en fait, par là même, est sauter là, et dans une nouvelle racine, une nouvelle structure enracinée, et puis on applique le même principe de manière covariante. Hein, ouais, c'est ça. Alors, il y a une littérature très riche sur ces idées. Je crois que c'est Joseph Mecke, le premier qui a regardé des... Oui, une question ? Qui a regardé ces objets. La terminologie point shift vient de Hermann Torrisson, et Holroyd et Perez appellent ceci des règles d'allocation. Mais donc, le principe, alors voilà donc deux exemples. Voilà le processus des Maoris là en bas. Hein, donc, vous avez les îles dans une certaine direction, et puis vous explorez la plus proche, et puis vous itérez. Et puis, un qui est très utile et qui se calcule peut-être un petit peu plus facilement, c'est le Strip Routing Point Shift de Ferrari, Landim et Torrisson. Alors, vous êtes là, en 0, on se met dans R2, et vous fabriquez une bande de largeur 2 vers l'est. D'accord ? Voilà, et vous sautez vers l'île la plus proche dans cette bande, et vous itérez ça. Voilà. Alors, un théorème qu'a obtenu Joseph Mecke en 1975, c'est que pour tout point shift sur un processus ponctuel stationnaire, le seul moyen de préserver la loi par une action de ce genre, θf, ce serait le shift de f, c'est l'action de sauter sur cette île-là et puis de ramener l'île en zéro. Et bien, le seul moyen de préserver la loi, de Palm, bien évidemment, c'est d'avoir une bijection. F, voilà. Et on a une extension unimodulaire de ce résultat qui dit que ça marche sur des graphes unimodulaires de la même manière. Alors, là, on peut avancer un peu maintenant, qu'on a un petit peu le cadre. Alors, on peut définir le F-graphe d'un point shift, d'un changement de point. Alors, c'est un graphe dirigé où le parent d'un nœud, c'est son image par le changement de point. D'accord ? Alors, quand on arrive au même point, le même parent est défini. Hein, donc, ça vous forme soit des arbres, soit des forêts, et on va appeler CF les composantes. Et donc, voilà une illustration, alors je crois que c'est pour notre arbre avec Charles, une illustration dans ce cas-là, c'est un arbre, de ce que donnent donc les itérés des dynamiques de ce type. Voilà, c'est vous imaginez le processus des Maoris qui explorent leurs îles.
Et on prend toute l'historique du truc et ça vous forme, ici un arbre. Voilà. Donc il y a un objet très intéressant dans la classification, ça va apparaître, c'est la notion les feuillets de cette dynamique. On va dire que X est équivalent à Y s'il existe un n commun tel que le parent d'ordre n de X coïncide avec le parent d'ordre n de Y. Et donc, dans les arbres phylogénétiques, ça va vous donner les générations. Hein. Et donc, c'est normal de voir ça comme des variétés stables, parce que c'est vraiment ces objets vont avoir le même futur, puisqu'ils se rencontrent après n étapes pour un certain n. Hein. Voilà. Voilà donc la notion de foliation. Donc ça vous donne vous avez la partition CF des composantes connexes de l'arbre, de la dynamique, et un raffinement avec une autre partition de ceci en génération. Alors, une chose très étonnante, et c'est là qu'on voit vraiment qu'on sort du monde euclidien, vous regardez le feuillet d'une de ces dynamiques, et vous regardez le feuillet qui contient l'origine. Alors c'est un truc très très fin, on va en regarder des exemples après. Et bien, cet objet-là est un espace métrique unimodulaire. Et donc vous avez des tas de choses comme ça très très. Alors le voilà, c'est sur le strip point shift de Pablo et ses co-auteurs, Pablo Ferrari. Vous voyez un processus de Poisson. Vous voyez toute l'historique de la découverte du processus de Poisson par les Maoris. Et puis, vous voyez le feuillet de l'origine. Alors, c'est manifestement une fractale, et c'est un objet très, 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 très intéressant, très étrange. On sait très, très peu de choses, mais on sait, par exemple, je vous montrerai tout à l'heure, vous pouvez vous promener sur ce feuillet et préserver la loi. Vous partez de Palm et vous avancez sur ce feuillet d'une certaine manière adaptée, vous conservez la loi de Palm. Donc des choses tout à fait étonnantes, des objets très très étranges commencent à apparaître. Voilà. Donc, alors notre théorème de classification, il dit la chose suivante, c'est que... C'était quoi les traits marrons là? Alors, c'est le feuillet. Ah d'accord. C'est le feuillet, excuse-moi, j'aurais dû dire. Hein. Donc le bleu, c'est... alors j'arrête, évidemment le poisson il continue. Le poisson il continue sur la gauche, hein, mais les Maoris explorent l'Est. Donc ça c'est tous les sauts qu'ils ont fait au cours du temps. Et puis ça c'est une génération, donc deux points sur la courbe marron, sur l'objet marron. C'est 2 points qui se rejoignent dans le même nombre d'étapes. Voilà. Et alors, donc, on va voir la classification. Donc, c'est très important la classification. Soit F une dynamique covariante, un changement de point sur un espace unimodulaire discret. Alors, presque sûrement, la composante C de l'origine est un espace unimodulaire discret. Qui appartient à l'une des 3 catégories suivantes. Donc pour certains oméga, ça peut être l'une, pour certains oméga, si c'est ergodique, on a encore d'autres résultats. Mais alors là, une composante, vous en prenez une, elle est soit avec un nombre fini de points et un nombre, les feuillets sont tous finis, ou IF, I c'est la composante est infinie, mais ses feuillets sont tous finis, ou c'est II. Donc, dans ce cas-là, dans le cas 2, c'est le cas avec 2 terminaisons dans cet arbre dirigé. Et le cas II, c'est le cas avec une seule terminaison. Et dans ce cas-là, on a nécessairement chaque feuillet qui est infini. Alors, ça c'est les mots, mais des images vont vous... Voilà. Le premier cas, c'est le cas FF. Donc, c'est le cas de Nearest Neighbor de Pierre tout à l'heure. Hein. Donc voilà, vous allez sur Poisson, vous allez vers le plus proche voisin, puis vous tombez sur un cycle. Alors le cycle là, il a longueur 2, hein, tu l'avais tout à l'heure. Alors, donc il y a un cycle limite qui a une longueur qui peut être générale pour la théorie, mais c'est 2 pour Poisson, pour l'exemple de Pierre. Chaque composante est finie, le nombre donc, nécessairement de feuillets qui sont finis, et puis chaque feuillet est fini, bien sûr. Exemple, donc Pierre.
Alors, le deuxième, IF. Alors, on va y revenir, et c'est un objet absolument fascinant, et parce qu'il apparaît dans la nature, et je vous montrerai les virus tout à l'heure, influenza, qui est exactement de ce type. Alors, il y a un chemin bi-infini, donc il y a Ève d'un côté, et puis anti-Ève de l'autre, hein, et puis vous avez donc les descendants d'Ève qui vont être sur toute la partie du chemin bi-infini, et puis à chaque nœud, est associé un sous-arbre en fait, qui est non seulement fini, mais même de taille intégrable. Voilà, donc ça c'est les. Donc alors ici, comme vous voyez, la composante est infinie, mais chaque feuillet est fini. Et le cas le plus étrange d'une certaine manière, c'est le cas II, donc la composante est infinie, mais chacun de ces feuillets est infini. Et par exemple, l'arbre de Pablo Ferrari, et l'arbre des canopées, la canopée est évidemment dans cette catégorie. Voilà, et donc on peut avoir que ces trois types de dynamique sur un objet unimodulaire, sur un espace unimodulaire. Alors, je vais peut-être passer ça. Je vais peut-être passer ça parce que finalement, je vais surtout donner maintenant des compléments de la classification et passer direct aux applications. Il me reste combien de temps, Nani ? 5 minutes, 5-6 minutes. Bon. Alors, OK. Alors, deux résultats. Le premier, c'est que on va définir la notion de jonction d'une famille d'arbres stationnaires intégrables. Donc on se donne une famille stationnaire d'arbres qui sont des arbres avec disons, une racine. Et tout le monde pointe vers cette racine. Alors on en fait la jonction de cette manière. Donc on les colle sur un. Donc les nœuds qui sont les OI ici, on les met sur une ligne et puis on crée des jonctions entre ces nœuds et on colle les arbres TI qui sont stationnaires sur ce chemin bien fini. Voilà, donc on appelle ça la jonction d'une famille stationnaire d'arbres. Alors le résultat clé, je ne vais pas juste donner la version ici, c'est que tout arbre unimodulaire de la classe IF peut être reconstruit comme la jonction d'une famille stationnaire d'arbres. Et c'est ça que je vais utiliser pour montrer des connexions entre des problèmes d'évolution et puis et FKPP tout à l'heure. Mais bon, si j'y arrive. Je vais passer cette autre. Il y a un autre résultat sur le cas II, mais je vais plutôt entrer directement dans les applications. Alors, voilà ici tout un ensemble d'applications. Donc, on va parler du. Alors, je n'ai pas défini ce qu'étaient les IFTs. Mais typiquement, les IFTs, c'est les arbres dirigés qu'on trouve. Donc, si vous donnez un arbre unimodulaire infini et dirigé, donc vous avez choisi j'ai un peu sauté trop de choses là. Voilà, donc vous donnez des arbres. Donc un arbre généalogique, FT, c'est un arbre où chaque nœud a soit un parent, soit 0. Voilà. Un arbre généalogique éternel, c'est un arbre dans lequel chaque nœud a un parent exactement. Et donc, vous êtes obligé d'avoir au moins une terminaison vers Ève, ou ce qu'on les biologistes appellent ça Luca. Voilà. Alors, donc, on va s'intéresser. Alors, toute dynamique dans les classes que j'ai indiquées, toute dynamique sur un graphe unimodulaire, donne lieu à, s'il n'est pas dans la classe FF, celle qui a un cycle, donne lieu
un objet qui est un arbre dans la catégorie que j'ai dite. Donc un arbre où par définition, chaque nœud a un parent. Hein, il y a un parent exactement. Voilà. Et donc ces deux types d'arbres apparaissent de manière universelle. Et donc ce qu'on s'est appliqué à faire depuis quelque temps, c'est d'essayer de regarder des objets mathématiques classiques et de les mettre dans des catégories. Savoir s'ils sont one-handed, II, donc avec des générations toutes infinies, ou two-handed, et donc nécessairement avec des générations finies. Voilà. Alors, donc, je vais vous donner des exemples. Voilà ici un travail avec Antonio Sodré. Voilà ce qu'on appelle le renewal EFT. Donc, vous êtes sur Z. Vous avez ici un point et vous tirez une variable m de i, qui est une variable aléatoire indépendante à support sur n étoiles. Et donc, vous allez sur la droite en faisant un saut comme un renouvellement. Mais vous faites ça sur chaque i de Z. Et vous obtenez un arbre. Alors cet arbre a les propriétés suivantes. Si les sauts sont intégrables, alors, et on met des conditions d'apériodicité, alors le graphe de cette dynamique est un arbre unimodulaire qui est de classe IF, si c'est intégrable. Et il y a un sous-ensemble d'individus dont chacun a, si on regarde donc la descendance de cet individu, est presque sûrement infinie. Si les sauts sont non intégrables, alors c'est des résultats avec Sayé et Mirobide. Alors si pi est de nouveau apériodique et non intégrable, alors le graphe de cette dynamique et de classe II. Donc, alors, II, ça veut dire, j'ai oublié de le dire, mais c'est un truc très important, et le fait qu'il n'y ait qu'une seule terminaison est très important. Ça veut dire que quand vous regardez la racine, et donc tout nœud, le nombre de descendants de la racine est fini. Vous ne pouvez pas remonter dans le passé infiniment loin. Alors, regardons ces objets-là, qui sont des objets qu'on a introduits avec Bharat Roy Choudhury. Vous donnez un processus à accroissement stationnaire et vous regardez son graphe des records. Alors, vous placez sur un point de la trajectoire du processus et vous regardez, vous créez une arête, et c'est ça votre dynamique sur ce graphe aléatoire, qui vous mène vers le prochain point sur la droite, dans le futur, qui est plus grand ou égal. Alors ça vous donne un arbre dont vous avez une visualisation en dessous à partir d'un processus accroissement stationnaire. Alors si, voilà la classification, de nouveau, si E, c'est la dérive, donc on a un processus à accroissement X, hein, X est stationnaire. Si E de X est négatif, alors on est dans la classe FF. Si E de x est positif, alors on est dans la classe IF. Si E de x égale 0, alors on est dans, on peut, suivant les cas, être dans la classe IF ou la classe II. Et si on est dans le cas IID, pour la marche aléatoire, alors on est dans la classe II et on connaît la nature de l'arbre, qui est un arbre de Galton-Watson de type IFT, donc d'où le E qui est à l'avant, avec une distribution qui est pour la 1 plus E de x0, plus x0. Donc un arbre critique. Alors, puisque mon temps est terminé, je vais juste vous montrer deux choses. Je voulais vous montrer, c'est un travail en cours avec Olivier Gasquel, mais on essaie de sortir de notre zone de confort, c'est-à-dire de parler d'objets mathématiques et de dire que pour des objets aussi classiques que le renouvellement ou... alors on a fait des choses sur les chaînes de Markov, des choses comme ça, hein, où on trouve cette classification et on arrive à dire des choses sur ces objets. On essaie maintenant de regarder les arbres d'évolution qui sont naturellement très grands, dirigés, parce qu'il y a Luca, et voilà l'arbre de Influenza, entre 65 et 2000. Alors vous mettez dans quelle classe ?
Vous avez deux choix. Soit qu'il soit très grand, vous mettez donc vous voyez apparaître quelque chose qui est avec deux terminaisons, une sur la gauche, une sur la droite. Et donc, alors, bon, alors il y a tout un travail. Je ne vais pas entrer dans ça maintenant, puisque j'ai plus le temps. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est le résultat suivant. Alors, donc, ce qu'on essaie de faire, c'est de regarder les arbres utilisés par les gens qui font de la théorie de l'évolution et de les mettre, quand ces arbres sont suffisamment documentés. Alors, pour les objets mathématiques, c'est assez simple. Pour les arbres réels, c'est beaucoup plus, il y a un travail statistique qui est considérable, à les mettre dans une des deux catégories. De savoir s'ils sont à une terminaison ou deux terminaisons, ce qui a des implications assez importantes donc, que je vais essayer de... J'aurai pas le temps de détailler, mais bon, alors, je voulais juste vous montrer un mot sur FKPP si j'ai encore 2 minutes. On fera moins de questions après. D'accord, moins de questions. Alors voilà, donc il y a une classe d'universalité qui s'appelle FKPP, voilà, et qui dit que pour les modèles avec sélection, évolution avec sélection, on a une équation qui est une sorte d'équation des ondes. Alors, donc la sélection, il va y avoir des individus qui ont des capacités supérieures aux autres, et on va donner une propriété d'adaptation. Donc, dans le modèle, par exemple, que je viens d'expliquer, le Brunet, Derrida, Muller, Munier, vous avez un processus de branchement surcritique, avec, mettons, au moins qu'un individu descendant de toute personne, de tout individu, et vous vous associez à cette dynamique. Pour chaque individu, vous placez son adaptation. Et cette adaptation, c'est par exemple une valeur réelle. Et à toute génération, vous ne retenez que les cas individus les plus aptes. Voilà. Bon, alors c'est ça ce modèle. Et donc, alors, un des résultats de Derrida et ses collègues, c'est de montrer qu'il y a une équation des ondes pour l'adaptation de ce modèle d'évolution et de sélection, qui est que l'adaptation évolue dans le temps comme une onde qui se déplace dans la bonne direction. Voilà. Et en fait, le point qu'on est en train de regarder, c'est que cette classe d'universalité, elle est universelle parce qu'elle correspond à une propriété de type IF dans la classification unimodulaire. En fait, le résultat est donné ici. Vous représentez ici donc, tout arbre IF, comme je l'ai indiqué, d'évolution, donc Influenza semble en faire partie, comme cette ligne bien finie, et puis vous mettez des arbres aléatoires, stationnaires, qui sont collés à chacun des points de Z. Alors, c'est quoi une génération? Eh bien, vous voyez, c'est une ligne diagonale comme ça, la génération de 0. Vous avez ici les ancêtres qui sont sur la gauche, les descendants qui sont sur la droite. C'est une diagonale de ce type. Et donc, si vous dites que l'adaptation d'un individu, alors un individu va avoir ses descendants qui ont la même adaptation que lui, sauf un qui a une adaptation meilleure. Et donc, vous prenez l'individu I a une capacité d'adaptation I. Et alors, vous voyez exactement apparaître l'équation des ondes de FKPP comme un corollaire direct du théorème de décomposition que j'ai dit pour la classe IF. Voilà. Donc, si ceci est confirmé, les résultats de classification viennent de théorèmes ergodiques. On est habitué à la théorie ergodique qui dit des choses sur le mouvement des astres ou des choses de ce genre-là, mais ça pourrait dire des choses sur l'évolution peut-être aussi. Voilà. Je vais arrêter là en concluant en disant que ces outils étant de calcul de Palm, ils mènent à des théorèmes ergodiques qui sont intéressants par eux-mêmes.
Ça permet de définir des dimensions, et c'est donc quelque chose d'assez concret pour les calculer. Et puis ça permet de décrire aussi les dynamiques sur ces objets. Et à d'autres sens, ça apparaît un peu partout, donc c'est intéressant. Voilà. Alors les travaux en cours, avec Ali surtout, on travaille sur des questions de distinguabilité ou d'indistinguabilité des composantes et des feuillets. Et puis il y a des tas de questions très concrètes de savoir si les choses que j'ai dites sur la fin ont du sens, de comprendre pourquoi l'évolution est d'un type ou plutôt d'un autre. Donc vous avez le choix entre avoir, pour un certain nombre d'individus, un nombre de descendants infini, mais alors vos nombres de cousins de divers degrés est fini. Ça c'est le cas one-handed, IF, ou tout individu a un nombre de descendants fini, mais des cousins de premier, deuxième, troisième degré en nombre infini. Et donc, il n'y a pas moyen d'échapper à cette dichotomie, ce qui est assez surprenant. Voilà. J'ai arrêté là.